J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en Pourquoi on peut parler pas en parler librement? Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour, je suis ravie de recevoir aujourd'hui le docteur Daba John-Lee, mais qui est aussi Daba, qui va se présenter, qui va apporter un super éclairage sur cette période de la vie des femmes, de la périménopause jusqu'à la ménopause. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Delphine, donc je pense déjà que comme on va parler d'un sujet qui nous touche toutes à un moment ou à un autre, on peut se tutoyer. Je suis Daba, je suis une mère, je suis une fille, bien sûr, je suis une épouse, je suis une amie, je suis une collègue, mais je suis aussi par les voies des études, docteur en psychiatrie et j'exerce depuis plus d'une dizaine d'années en privé et j'accompagne des femmes justement dans ce moment particulier de leur vie, de notre vie, je vais dire. De notre vie, oui, c'est ça. Et est-ce que, en tant que psychiatre, puisque c'est ça, est-ce que tu as une prise en charge particulière pour les femmes qui arrivent à cette période de la vie et qui se présentent peut-être en disant, parce que je sais qu'il y a au moins 40% des femmes ont dit qui ont un risque de dépression à la période de la périménopause. Comment ça se présente et qu'est-ce que tu fais? En fait, ce que j'ai, la chance que j'ai en étant psychiatre, c'est-à-dire j'ai aussi cette lecture médicale, mais j'ai aussi cette lecture un peu, je dirais, holistique de la personne, à savoir que même si, je dirais, la personne rentre, vient me voir pour un questionnement bien précis, j'essaie toujours d'explorer cette période de la vie de la femme, quand bien sûr c'est une femme, pour savoir un peu où est-ce qu'elle se situe. Parce que la concordance, je dirais, des saisons de notre vie font qu'il y a beaucoup de problématiques, que ce soit liées au travail, parce que ma sous-spécialité, c'est la santé, la médecine, la santé mentale au travail. Donc, ça veut dire que, généralement, quand on arrive à 45 ans, 50 ans, et qu'on a une carrière, je dirais, un peu linéaire, on a aussi des challenges de la vie de notre carrière qui correspondent aussi à cette période de la périménopause, qui correspondent aussi à d'autres challenges, parfois de la vie de couple, de la vie de mère. Et j'essaie un peu d'explorer chacun de ces champs et de voir en fait quel est l'impact de cette période hormonale particulière dans tous les autres champs, parce que il suffit parfois de simplement comprendre que oui, c'est une zone de turbulence, mais c'est normal, qu'on puisse se remettre les choses un peu dans leur contexte. Comment tu fais pour faire ça, pour savoir explorer le contexte? Tu leur poses des questions particulières sur leur humeur, sur leur contexte, sur leur statut? J'essaie en fait d'explorer vraiment, comme je dis, moi je suis je tiens à la lumière. C'est-à-dire que elles sont expertes de leur propre vie, elles sont expertes de leur parcours, et moi je suis là pour tenir la lumière, pour leur permettre d'avoir, je dirais, pas un regard, peut-être un regard nouveau, mais un regard plus précis sur certains champs pour elles qu'elles voient tous les jours, un peu comme quand on voit sa maison tous les jours. Et quand quelqu'un vient nous demander, mais en fait, pourquoi tel meuble est ici? Est-ce que c'était plus approprié? Est-ce que ça a toujours été là? Qu'est-ce qu'il y a dans telle pièce ou à quoi sert telle pièce? C'est vraiment une discussion, un échange. C'est comme ça que j'ai mes entretiens avec mes accompagnantes, pardon. Je tiens en fait cette lumière et je vais là où elles me permettent d'aller. Parce que forcément, vous savez, aller voir consulter un psychiatre, c'est pas quelque chose que l'on fait de façon spontanée, malheureusement. Donc ça demande déjà une démarche particulière. Et il suffit après qu'on aborde cette question de la ménopause parfois c'est mal perçu parce que mais bon docteur vous savez moi ça fait longtemps que j'ai des bouffées de chaleur, ça va très bien, quelque chose qu'on maîtrise parce que la société veut passer cette période de la vie sous silence, comme si c'est normal, un peu comme oui, un bébé qui pleure quand on vient d'accoucher, c'est normal, il aura des coliques, c'est normal de pas se sentir bien, alors qu'on se rend de plus en plus compte que, vous avez vu les études, qu'après l'accouchement, le cerveau de la mère, il est modifié. Vous imaginez? Alors vous imaginez encore
toutes les notions qu'on n'a pas encore sur les modifications non seulement hormonales, mais aussi neurobiologiques qui affectent la vie d'une femme. Donc c'est vraiment, je définis tous ces champs-là et je demande à la femme de me décrire un peu chaque pièce comme si c'était une maison et on essaie de voir les éléments peut-être qui peuvent concorder pour expliquer la situation de mal-être dans laquelle elle vient me voir. D'accord. Alors, c'est quoi les plaintes, les demandes ou les questions qu'elles se posent, ces femmes-là, dans le cabinet? Il y a surtout cette sensation de ne plus être capable comme avant. C'est-à-dire cette frustration par rapport à un changement de l'impression qu'elles ont de leur capacité. Souvent, c'est au travail, je me sens un peu plus nerveuse, j'ai moins de concentration parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de concentration, de mnésique, de mémoire qui viennent s'inscrire dans cette phase de la ménopause. Elles ont cette difficulté aussi à la maison à peut-être manager des situations avant qu'elles jugeaient qu'elles pouvaient manager de meilleure façon, mais maintenant, je dirais, c'est un peu plus à fleur de peau. Elles ont aussi dans leur intimité, cette modification aussi dans leur vie de couple qui intervient aussi et qu'elles ont du mal à s'expliquer. Je suis stressée, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est ceci? Et on entend aussi, je ne devrais pas l'être, cette culpabilité par rapport à cette modification qui leur fait croire qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche. C'est surtout cette notion de presque, ce serait pathologique. Et j'essaie de ramener moi dans cette notion de, c'est inconfortable certes, mais ça fait partie du cours de la vie, de ce qui se passe normalement chez une femme à un certain âge. Du point de vue du psychiatre dans son cabinet, là, qui reçoit ces femmes-là, si tu devais définir la ménopause en 3 mots, du point de vue des demandes que tu entends, toi? Par rapport aux plaintes, c'est-à-dire ce qui les emmène à venir consulter, énervement, je veux dire énervement. Énervement, d'accord, Incompréhension, le sentiment d'être incomprise. d'accord. Et le troisième mot, c'est les ressources. Je n'ai plus les ressources pour faire face. Parce que généralement, elles viennent quand elles ont épuisé tout le package de ressources qu'elles ont. Et c'est vraiment le fait qu'elles semblent ne plus avoir de ressources pour ça. Donc, c'est énervement, incompréhension et manque de ressources. Énervement, c'est lié à quoi alors pour elles? Ce sentiment d'énervement, comment elles le décrivent? Elles le décrivent comme, et c'est lié à l'incompréhension, comme elles ressentent quelque chose, bien sûr, dans leur corps. Et aussi les pertes de mémoire, les problèmes mnésiques font qu'il y a toujours un peu cette notion, vous savez aussi quand on voit ça avec les personnes aussi qui souffrent qui commencent à avoir de la démence, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus optimal. On sent qu'il y a des informations qui nous ont échappé et cette sensation nous met dans une frustration qui fait qu'on essaie de retenir le plus d'informations, parfois des informations qui nous servent à rien. Et donc, on s'énerve parce qu'on a un trop plein d'informations qui ne servent à rien, mais les informations primordiales, on les a pas. Et donc, c'est un peu ce trop plein de choses, mais ce tri qui est difficile et qui fait qu'elle s'énerve. Et puis, c'est lié, comme je disais, à l'incompréhension parce que c'est difficile d'expliquer tout ça parce que ça va vite. C'est des choses aussi que ça peut très bien aller pendant un moment, mais tout d'un coup, ça peut redevenir compliqué. Et cette incompréhension par rapport aux autres, que les autres ne nous comprennent pas, ça nourrit cette frustration et cet énervement qu'on se sent un peu seul par rapport à cette problématique. D'accord, mais en fait, là, j'entends beaucoup d'incompréhension liée à ce qu'elles ne sont pas informées, en fait. C'est naturel, tout ça, mais comment ça se passe, cette incompréhension par rapport à l'idée générale qu'elles se font de la ménopause ou de la périménopause d'ailleurs, avant que ça leur tombe dessus d'une manière assez finalement naturelle, comme tu dis, c'est naturel, ça va aller, mais quand même, il y a toujours ce truc-là d'incompréhension de ce qui m'arrive. C'est quoi le tabou alors? Qu'est-ce qu'elles expriment? De mon point de vue de psychiatre et de psychothérapeute, c'est vraiment aussi ces représentations qu'on a de la ménopause. Cette représentation globale de ménopause égale la fin et on se rapproche un peu plus de fin. Il y aura plus de fin dans la vie de cette femme, c'est-à-dire les dernières règles, les dernières ceci, les dernières et qui ramène bien sûr à cette notion de mort, mais pire encore parce que la mort, on sait que c'est inévitable, mais à cette mort avant l'heure. C'est-à-dire le fait de pouvoir ne plus être qui on est, comme on est, ce qu'on représente, mais toujours être là et donc d'avoir cette conscience de je ne suis plus.
Et je pense que, ça c'est mon point de vue de psychiatre, c'est vraiment cette annonce de la sénescence, cette catégorisation, alors que on sait très bien que maintenant, la ménopause intervient plus tôt pour beaucoup de femmes, mais aussi ce n'est pas la fin. Il y a aussi un autre chapitre de la vie qui s'ouvre avec de nouvelles façons de faire, de vivre, etc. Mais toujours dans les représentations générales qu'on a de la ménopause, c'est vraiment ce glas qui sonne et qui, pour la femme, je dirais de notre époque, on a l'impression que finalement, effectivement, c'est la fin de beaucoup de choses, alors que non. Alors que non, c'est ça. Donc en fait, c'est la représentation, de la femme qui change de statut, c'est une sorte d'agisme ou un truc comme ça et elle se sent pas comme ça aussi, c'est ça, hein, le truc? Exactement, elles se sentent en décalage avec ce que leur corps leur envoie et bien sûr cette idée qu'elles ont de leur capacité de ce qu'elles peuvent faire et ce qu'il leur reste à faire encore. Et point de vue des ressources, alors quelles ressources elles ont épuisées pour arriver jusqu'au cabinet du psychiatre qui est pas du tout quelque chose qui est répandu, hein, c'est un peu tabou aussi aller voir un médecin qui va aider en santé mentale, c'est un petit peu une chose taboue. Qu'est-ce qu'elles sont comme, ressources avant de venir au cabinet alors? Beaucoup, vous savez, beaucoup de ressources, comme justement pour celles qui ont la capacité, elles essaient de se renseigner. Il y a bien sûr le gynécologue qu'elles vont voir. Si on reste dans le champ médical, il y a leur, médecin de famille qu'elles vont essayer de voir. Il y a tout ce qui est aussi, je dirais tout ce qui est aussi mode de vie, alimentation. Il y a beaucoup d'études, très sérieuses qui montrent à quel point, voilà, certains aliments, certaines choses peuvent aider à passer le cap. Donc déjà, c'est ce qu'elles essaient la plupart du temps de faire à leur niveau, d'aménager certains rythmes parce que pour certaines, vu que le sommeil devient plus compliqué la nuit, elles essaient d'aménager un peu leur temps pour celles qui travaillent, de temps de travail, pour avoir un peu plus de pause l'après-midi. Elles essaient d'aménager vraiment leur rythme de vie par rapport à cette transformation qu'elles vivent. Et aussi au niveau de leur entourage, de voir un peu quelles choses finalement elles sont... Mais c'est toujours une notion d'obligation qu'elles sont obligées de laisser parce qu'elles peuvent plus faire face Comme quoi? comme par exemple, simplement, il y en a beaucoup qui me disent: «J'ai l'impression chez moi d'avoir un peu levé le pied, de pas pouvoir m'occuper comme avant de la gestion de la maison parce que j'oublie des choses, c'est trop compliqué, donc je délègue, je m'appuie beaucoup». Vous savez, ici dans l'environnement dans lequel j'évolue en Afrique, on a beaucoup d'aides ménagères. Je m'appuie beaucoup sur les aides ménagères, mais je suis toujours frustrée parce que c'est comme si je me désengageais ou qu'on me retirait cela, mais c'est parce que je ne peux plus. Sachant qu'aussi au travail, elles ont des obligations. Elles essaient aussi de déléguer, mais toujours avec cette notion que c'est quelque chose qu'on leur prend. C'est pas, on ne vit pas cette modification comme finalement c'est l'occasion pour moi d'apprendre à déléguer, à laisser, à ne plus être cette pierre angulaire de beaucoup de systèmes. Elles le prennent comme voilà, je suis un peu moins capable, je peux moins, un peu comme une situation, voire presque dans de handicap. Et c'est cette représentation-là qui, joue aussi sur cette frustration, cet énervement dont on parlait tout à l'heure, de dire finalement c'est que je laisse parce que je ne peux plus. C'est ça que beaucoup je leur dis: «Mais est-ce que vous voyez, on n'essaie pas de voir ça un peu comme une opportunité, de ne plus perdre de l'énergie à toujours vouloir centraliser les choses en nos mains et finalement laisser les choses, évoluer un peu, à leur propre façon?» Alors là, on parle, du contrôle et du lâcher prise finalement, c'est ça, hein? Tout à fait, C'est ça? tout à D'accord et fait. donc elles se tournent pas du tout, j'ai entendu parler de ça, c'est pour ça que je vous demande, elles se tournent pas du tout vers les médecins, traditionnels qui sont peut-être plus à leur portée, dans les quartiers, dans les régions quand même, il y a toutes ces personnes-là qui sont, là, dans les marchés ou dans les boutiques, je sais pas? Beaucoup, surtout pardon, à l'occasion des modifications dans leur vie intime. Parce qu'on sait que, la ménopause, la périménopause intervient avec beaucoup, de modifications au niveau, génital aussi. Ce qui fait qu'elles ont recours à des substances, des décoctions pour justement leur permettre, en tout cas, sur ce dernier pan, on va dire, de leur vie, important, d'être toujours, je dirais, d'être, à niveau. Ce qui aussi emmène aussi d'autres problématiques parce que bon, c'est toujours, il y a toujours des effets secondaires qui sont particuliers. Le plus important, c'est qu'elles arrivent, à se poser la question de finalement, quelles sont les ressources que j'ai? Parce qu'après avoir épuisé ces ressources-là, elles se posent, la question de se dire: «Bah, peut-être qu'il y a une solution ailleurs».
au point de vue médical et de fil en aiguille, elles arrivent parfois, chez nous, les psychiatres. Et qu'est-ce que c'est, ta position alors vis-à-vis, des traitements hormonaux de substitution pour faire face à la carence aux œstrogènes? Parce que j'ai vu aussi des études en santé mentale là-dessus, jusqu'à dire que peut-être, elles ne sont pas du tout responsables de cette sensation comme ça de perte de contrôle, de choses comme ça qui leur tombent dessus, qui c'est vraiment quelque chose de biologique. Mmh. Toi, tu as une, position particulière là-dessus? Non, mais j'avais vu que j'avais lu, je sais plus où, que, j'ai plus la référence en tête, qu'en tout cas, plus de 50 des femmes qui prennent justement un traitement hormonal, elles avaient une amélioration de leur santé mentale. Pas ricochet, pas directement, mais bien sûr, quand on se sent mieux, quand on a une meilleure qualité de vie, quand on profite mieux de certaines choses, quand simplement on peut refaire ce qu'on n'arrivait plus à faire avant, ça nous donne cette sensation de contrôle, de reprendre les choses en main, si on veut dire comme ça, et donc ça améliore notre confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est quand on fait les choses, puis on fait les choses, on peut les faire, qu'on a de la confiance en soi, et par ricochet aussi d'estime de soi. Donc forcément, ça concourt à la santé mentale. Moi, j'ai pas de sans contre-indication purement stricte du gynécologue, j'ai pas vraiment de d'avis contre, et j'ai le même avis à peu près, même si c'est un autre champ, pour les traitements, je dirais, traditionnels, dans la mesure où je dis toujours que la personne est experte de sa santé mentale. Moi, je tiens la lampe. Donc, si cette personne considère que c'est important pour son bien-être, qui suis-je pour lui interdire d'avoir accès à cette ressource? Je vais peut-être essayer de mettre, je dirais, un peu de contexte en disant, bon, peut-être penser à ça, essayer de voir dans quelle mesure telle chose que vous faites ou telle chose que vous prenez peut-être peut être contre-indiquée pour certaines choses, mais à la personne aussi de s'approprier, parce qu'on a beau avoir toutes les théories, les pratiques du monde, les bonnes evidence-based théories, tout ça. Si la personne ne s'approprie pas le fait que quelque chose peut lui apporter un bien-être, on n'ira pas loin. C'est ça, donc elle teste, elle voit, elle vous fait un retour, on fait le point et elle avance comme ça, c'est ça? Exactement, Super, exactement, exactement. génial. Est-ce qu'il y a des troubles, neuropsychologiques particuliers à cette période-là alors? Les troubles particuliers qu'on observe, c'est l'anxiété, bien sûr. Il y a beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de dépression aussi. C'est vraiment les principaux, je dirais, symptômes psychologiques que l'on voit à cette période. Les changements rapides d'humeur qui sont, outre la dépression, mais une fluctuation assez rapide de l'humeur, qui est pas de la bipolarité, bien sûr, mais qui, pour quand on connaissait la personne, on se rend compte qu'il y a une modification effectivement de la façon comme elle évoluait et elle gérait les choses. D'accord, oui, certaines moi j'ai entendu dire certaines femmes, «Je crois que je deviens complètement folle. Je Mm. ne me reconnais plus le matin quand je me lève» et c'est vrai que ça peut influer sur une humeur générale en fait, hein, aussi. Tout à fait. Cette perception, c'est ça que le plus difficile, c'est que on a cette perception qu'il y a vraiment quelque chose qui change. Un peu comme je disais dans un autre registre en début de démence, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque, quelque chose qui n'est plus comme avant, et on n'arrive pas vraiment à définir ce que c'est. On peut sensibiliser alors, la société, les familles, et même les hommes, hein, parce qu'eux aussi ils ont l'andropo. Je ne sais pas si tu en reçois toi en cabinet, mais quand même il y a un sujet là dont on ne parle pas non plus. Comment on pourrait faire alors? Et ben justement avec ce que des initiatives comme la vôtre, c'est-à-dire, sortir un peu ces thématiques, des thématiques, je dirais un peu, presque on a peur d'aborder, au grand public. Le nombre de femmes qui demandent justement ce genre de, je dirais, de choses où on peut parler, où on en parle, ça support pour enclencher des discussions. Un peu comme on le faisait avec les règles. Avant, on n'osait pas trop en parler. Cette période aussi de la vie de la femme, c'est important aussi qu'elle sorte encore de quelque chose qui serait un peu tabou. Et là, bon, là, je sors un peu ma casquette un peu féministe, hein, en disant que c'est malheureux que le patriarcat soit encore là à dicter ce qui est important dans la vie d'une femme. Être enceinte, c'est bien, c'est beau, tout ça. Les règles, non, c'est un peu ça. Ah, la ménopause, oh mon Dieu, il faut pas en parler. Alors que ce sont des choses à normaliser.
à normaliser totalement, et ça depuis le plus jeune âge. Je pense que c'est important, autant il faut parler de l'arrivée des règles chez une prépubère pour qu'elle puisse comprendre, mais aussi lui parler de aussi le bout de ce chemin qui sera ça, qu'elle puisse aussi comprendre non seulement pour elle, mais pour les autres femmes qui sont autour d'elle. De comprendre peut-être pourquoi maman, à certains moments, elle transpire et qu'elle a toujours chaud, on ne sait pas pourquoi, et pourquoi elle est un peu plus nerveuse quand on vient à 22 heures pour lui rappeler qu'il y avait une sortie scolaire et qu'elle a oublié, même si on lui avait dit, et que ce sont des choses qui arrivent. Et vraiment, cette advocacy, c'est pour pouvoir qu'on puisse en parler partout, que les hommes puissent savoir que oui, leur femme passe par des moments, que c'est pas elle qui devient, vous m'excusez du terme, chiante, que c'est pas son travail qui prend beaucoup, mais que c'est une modification qui arrive. Et que, comme on dit, il faut un village, il faut beaucoup de personnes autour de soi, beaucoup de bienveillance pour que ce chemin puisse se passer de la façon la plus sereine. C'est normal. Moi, c'est vraiment cette normalisation de cette période de la vie. Parce que beaucoup, quand elles viennent, c'est qu'elles ont déjà vécu par ricochet les réflexions de «Ah, mais t'as changé. Ah, mais tu es désagréable. Ah, mais c'est parce que peut-être depuis que tu es devenu chef, parce que comme j'ai dit, ça concourt aussi à certaines périodes de la carrière. Ah, mais vraiment, tu commences à monter sur tes grands chevaux. Alors qu'en fait, quand on a cette lecture, on s'est dit, OK, c'est pas parce qu'elle est devenue chef, c'est parce que peut-être qu'elle arrive à un moment aussi de sa vie où les choses sont un peu plus challengeantes pour elle d'un point de vue personnel. C'est ça, c'est challengeant à tous les niveaux, hein. Les enfants, peut-être s'en vont, le chef on devient chef, on a plus de responsabilités, physiquement, on change de statut. C'est un sacré une sacrée et c'est peut-être aussi de la part de les parents aussi, il y a un vrai sujet ça. Donc il y a beaucoup Exactement, on doit prendre soin aussi des ascendants, tout à fait. donc finalement, tu as parlé tout à l'heure de, que c'est aussi une façon, peut-être de se recentrer sur soi et de se demander: «Mais qu'est-ce que je vais faire de cette nouvelle période de vie?» Alors est-ce que tu peux parler de ce que tu leur dis toi, à propos de cette, possibilité-là? Moi, j'ai une approche assez, je dirais, positive, hein, dans le sens où je me dis que même une situation, même dans d'autres situations qui sont pas en lien avec la ménopause, j'essaie toujours, bien sûr, de montrer aux personnes que j'accompagne, voilà, on a fait le bilan, on a regardé un peu où est-ce qu'on était. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut? On peut toujours construire quelque chose, il y a toujours moyen. Et donc, c'est l'opportunité vraiment, un peu comme parfois une dépression est aussi l'opportunité de se redéfinir. Comment on peut prendre cette situation pour vraiment redéfinir enfin la personne qu'on voudrait être, en tout cas qu'on aimerait avoir dans notre vie pour les prochaines années à venir. Et quand on leur apporte un peu ce regard, des fois ils disent ah oui mais est-ce que le changement, bien sûr, ça fait peur. Vous savez que les étapes du changement, il y a d'abord le choc, il y a la résistance. Mais en leur montrant que c'est pas quelque chose comment dire, elles peuvent toujours redéfinir leur nouvelle version d'elles-mêmes, entre guillemets. C'est pas, on a fini, c'est gravé dans le marbre. Cette souplesse, peut-être que peut-être parfois leur corps leur enlève, qu'elles puissent l'avoir d'une autre façon, qu'elle puisse redéfinir un peu cette prise de risque que peut-être pendant 20 ans, la vie ne leur a plus permis de prendre des risques ou bien de prendre des initiatives, on va dire, qu'elle puisse les reprendre maintenant, qu'elle puisse un peu chercher, qu'elle puisse explorer de nouvelles choses. Vraiment, je les pousse à explorer. Ouais, je me disais, mais est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui ont pris que les femmes se sont finalement pas métamorphosées, mais elles ont exploré des nouvelles choses et que finalement elles se sont réalisées autrement à partir de cette période-là? Parce que peut-être, pour certaines, elles avaient un petit peu de temps pour elles aussi, hein? Oui, moi j'avais quelque chose qui me faisait un peu sourire à chaque fois, c'est que quand je sens qu'elles avaient franchi une étape, c'est tout bête, hein, je vois une nouvelle coiffure. C'est-à-dire, généralement, quand les personnes que j'accompagnais avec la problématique étaient vraiment liées, d'une grande partie à cette période de la ménopause, la périménopause, au d'un moment, elles arrivent, il y a une nouvelle coiffure. Et puis, c'est généralement à la fin, je dis: «Mais il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, vous avez» et elles se rendent compte que même leur corps leur: «Ah oui, non, parce qu'avant ça me donnait trop chaud» ou bien voilà, j'ai décidé que. Quelque chose peut-être qu'elles n'avaient pas fait depuis une vingtaine d'années, c'est un exemple, mais simplement pour dire qu'elles peuvent jusqu'à aller assumer cette transformation de leur image
Parce que c'est quand même important. La femme, on est tout le temps, tout le monde a un avis sur comment on doit être, comment on doit s'habiller. Surtout, vous voyez, en Afrique, comment il y a des codes, qu'est-ce qu'on doit mettre, et même qui vont jusqu'aux couleurs qui seraient jeunes, qui seraient pour les personnes d'un certain âge, pas. Quand elles arrivent à se réapproprier ça, ben, je pense que voilà, là, dans mon indicateur, moi, de suivi, on est passé à un cap d'adaptation par rapport à ce changement-là. Donc, se réapproprier sa propre image, pour moi, c'est une des choses qui est importante. Et au-delà de la propre image, peut-être, il y en a qui font des nouvelles choses, des nouvelles activités ou? Oui, 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 oui. Il y en a quand elles peuvent, bien sûr, qui reprennent quelque chose peut-être qu'elles avaient abandonné par les aléas de la vie, des cours de ceci. On avait une qui avait recommencé la salsa, elle aimait faire. Elle avait recommencé la salsa. D'un œil, son mari l'a regardé un peu d'un œil, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais écoute, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Donc, c'est des choses un peu qui peuvent paraître anecdotiques, mais pour ces femmes, quand on regarde le chemin de changement qu'elles ont eu à entreprendre, c'est essentiel. C'est essentiel. Il n'y a pas de petits pas. C'est ça que je dis. Il n'y a pas de petits pas. Chaque pas que vous ferez qui est d'exploration nouvelle est un pas important. Pour finir, parce que c'était vraiment d'abord enthousiasmant, hein, parce qu'on voit que c'est possible, on sent, Oui. on entend, magnifique. Qu'est-ce que ce serait le message pour ces femmes finalement? Le message pour ces femmes, pour nous toutes, ce serait vraiment que c'est la vraie occasion qu'on a de se réapproprier qui on est. Quand on rentre dans la puberté, on découvre un peu, on se découvre, notre corps se modifie, on a beaucoup de choses, mais on est encore assujetti à beaucoup de codes. On est encore sous l'influence de beaucoup de choses extérieures. Alors que quand on a au minimum la quarantaine, on a cette capacité de pouvoir décider, de choisir vraiment cette fois comment on veut se définir. Et c'est formidable. C'est quelque chose, c'est un cadeau, que c'est aussi une opportunité, un cadeau qu'on se fait à soi, mais aussi un cadeau qu'on fait aux gens autour de nous, d'avoir l'occasion de découvrir cette merveilleuse personne que finalement nous sommes toutes. Quel merveilleux message! J'adore. Voilà. Alors je vais conclure là. Merci beaucoup, docteur Daba. Merci beaucoup Daba aussi, la femme. Merci pour ce message enthousiasmant parce que c'est exactement ça, voir une porte de sortie et se dire que finalement c'est naturel, ça va aller et même que ça va apporter peut-être des choses encore mieux qu'on ne soupçonnait pas avant. Merci Delphine, merci. Merci Daba. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.